Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'un livre qui s'appelle Booster votre immunité de Robert Masson. Donc je vais vous faire profiter de mes notes de lecture, histoire de vous résumer l'essentiel du bouquin. Donc Robert Masson, c'est un naturopathe et il essaye d'écrire des livres, il en a écrit plusieurs, pour transmettre son expérience, pour dire ce qu'il a appris au cours de sa carrière de naturopathe. Il a suivi tout un tas de gens, il a creusé en profondeur des questions qui vont de la biologie à la biochimie, la digestion, tout un tas de choses. Et donc du coup, il met tout ça en forme pour nous livrer une théorie qui est sa vision du monde en termes de santé. Alors là, le livre, c'est booster votre immunité, mais finalement, après avoir lu quelques livres de Robert Masson, j'ai l'impression qu'il écrit un petit peu toujours le même livre, et l'immunité, finalement, c'est la porte d'entrée qui va nous permettre de découvrir un petit peu toutes les théories de Robert Masson. Il va pas vraiment y avoir dans ce livre un contenu très très différent des autres livres. On va un petit peu plus parler d'immunité, mais on va surtout parler des théories maçonniques. Les théories de Robert Masson sont forcément des théories maçonniques, vous l'aurez compris. Donc je vais vous faire profiter de mes notes de lecture et vous révéler un petit peu le contenu du livre, mais évidemment, si vous voulez vraiment savoir ce qu'il y a dedans, il faut l'acheter et il faut le lire. J'adhère pas du tout à 100% à ce qu'il y a dans ce livre, je dis pas que le contenu de ce livre c'est la vérité. Ceci dit, je trouve ça intéressant de vous partager le contenu de ce livre. Pourquoi ? Parce que je l'ai lu et j'ai pris des notes. Alors pourquoi pas faire l'effort de vous enregistrer un petit audio ? Alors dans une première partie, on va s'intéresser à ce qui détruit le système immunitaire finalement, et donc du coup l'enjeu ça va être d'éviter ces phénomènes. Dans une seconde partie, on va regarder les éléments qui boostent le système immunitaire, et donc du coup qui correspondent pas mal au titre finalement. Dans une troisième partie, on va s'attarder effectivement sur l'essentiel de la nutrition, puisque la nutrition, finalement, c'est le dada, c'est le cheval de bataille de Robert Masson. C'est là où il a, d'après lui-même en tout cas, la plus grande expertise. Et donc, du coup, il nous en parle plus en détail dans cette partie-là. Dans la quatrième partie, on va préciser cette partie nutrition par un exemple d'alimentation sur une journée, et dans une cinquième partie on va passer sur des conseils pratiques, les conseils de Sandrine. Alors on n'a pas tellement d'informations sur qui est Sandrine, mais apparemment elle est cuisinière, et puis c'est plutôt une femme qui a l'habitude de s'occuper d'une maison, de s'occuper de la cuisine, etc. Donc on aura les conseils de Sandrine à la fin de l'ouvrage. Bon, à chaque fois, je mets des petits visuels pour savoir un petit peu où on en est, pour rappeler les points clés, pour que ce soit plus facile à suivre, pour que les raisonnements s'inscrivent dans une chronologie. Donc, n'hésitez pas à regarder l'écran de temps en temps, même si cette vidéo est effectivement consultable de manière audio uniquement. En tout cas, rentrons dans le vif du sujet directement. Allez, c'est parti pour l'introduction. Donc, dans cette introduction, l'auteur nous rappelle que ce n'est pas un livre de biologie qu'on est en train de lire, qu'on ne va pas rentrer dans les détails compliqués du métabolisme, etc. Alors il ment un peu, parce que vous le verrez dans le livre, il y a plusieurs moments où on rentre dans des détails vachement techniques du métabolisme justement. Mais bon, c'est pas grave. Il nous dit donc que certaines personnes qui parlent d'immunité, de défense immunitaire, écrivent 3000 pages avec des détails extrêmement pointus sur tel lymphocyte fait ceci, fait cela, alors qu'ils ne sont pas capables de soigner un gamin atteint d'une rhinopharyngite à répétition. Et il sous-entend par le fait que lui, il en est capable, et donc du coup c'est un livre sur l'immunité qui a des visées pratiques, qui va vous donner des conseils pratiques. Donc il dit plus précisément qu'on peut envisager l'immunité sous deux angles. D'une part, l'agent infectieux, et d'autre part ce qu'il appelle le terrain. Et le terrain c'est quoi ? C'est tout simplement notre corps, donc là où se déroule l'immunité finalement.
Ce terrain, finalement, donc nous-mêmes, vit en symbiose avec des virus qui peuvent provoquer, dans des cas de dérèglement, des zonas, des colopathies, des entéropathies, même des encéphalopathies pouvant être mortelles. Alors, il prend l'exemple du virus d'Epstein-Barr, responsable de la mononucléose, et nous dévoile que dans 50% des cas, on n'observe aucun symptôme. Quoi qu'il en soit, le virus reste dans l'organisme et s'il est mal maîtrisé par le système immunitaire, il peut provoquer un lymphome. Alors c'est marrant qu'il prenne cet exemple parce que justement, j'ai moi-même été victime de ce phénomène. Alors vous le savez peut-être pas, mais il y a un article sur Barbalabs que je vous conseille de lire, qui est la lettre que j'ai envoyée à l'hôpital à l'issue de mon traitement justement d'un lymphome pour une mononucléose qui avait dégénéré. Je confirme la version de Robert Masson sur ce point, puisque c'est ce que les médecins, à l'époque, m'ont raconté, donc il n'y a pas vraiment de raison de remettre en cause cette thèse. Si vous voulez en savoir plus sur l'hôpital et sur comment se déroule ce genre de choses, et savoir par exemple qu'est-ce qui se passe quand ça se passe mal, je vous encourage à aller aller lire cette lettre, vous en apprendrez sans doute beaucoup. Ceci dit, ce n'est pas le thème, là on parle du livre de Robert Masson, donc fin de la parenthèse. Première partie, supprimer les facteurs de destruction immunitaire. Donc, premier facteur de destruction immunitaire à supprimer, la déprogrammation organique. Alors la thèse de Robert Masson, c'est que quand on a une vie bien réglée, qu'on fait toujours les mêmes choses aux mêmes heures, etc., notre corps n'a pas besoin de s'adapter, il sait à l'avance quelle réaction chimique il va devoir produire et dans quel ordre, notamment pour la digestion, mais pas seulement, et que en fait s'adapter est coûteux. Et donc du coup, le fait d'être régulier et de faire les choses tout le temps dans le même ordre et à la même heure est quelque chose qui va nous permettre d'avoir une meilleure immunité parce que justement on ne paiera pas le coût de cette adaptation. Pour lui, et notamment après 50 ans, il est très très difficile de changer toutes ses habitudes sans détruire son système immunitaire carrément. Donc quelles sont ces fameuses habitudes à ne pas changer? C'est les heures des repas, les heures des activités, les heures d'activité cérébrale, donc les heures consacrées à la lecture ou à des activités intellectuelles, les heures des rapports sexuels, les heures des promenades, les heures du coucher, les heures du lever, bref, quelque part avoir une vie bien réglée comme à la caserne, quoi. Et donc le petit conseil que l'auteur nous donne à la fin du chapitre, c'est de trouver le mode de vie qui nous convient. Et puis ensuite, une fois que ces heures de repas, ces heures d'activité cérébrale, ces heures de rapports sexuels, de promenade, de coucher, de lever, etc. sont définies, de ne surtout plus en changer, puisque notre corps va pouvoir prévoir. Et ça va pouvoir nous permettre d'accéder à un système immunitaire optimal. Deuxième facteur de destruction immunitaire à éliminer, l'anxiété et l'angoisse. Alors autrefois, la religion, qualifiée d'absurde par l'auteur, assurait une sorte de respect de la nature, une sorte d'altruisme relatif, une transcendance. Les gens comprenaient finalement que la finalité de la vie, c'était de transmettre la vie, une philosophie qui est finalement l'inverse de notre monde moderne, égoïste et consumériste. La science, loin d'invalider l'idée de Dieu, démontre pleinement son authenticité, sa rationalité, sa véracité. D'après Robert Masson, il faut rétablir la foi véritable car le matérialisme outrancier, en tuant l'idée d'une intelligence créatrice, donc Dieu, à la base de toute chose et de toute vie, a généré l'anxiété et l'angoisse existentielle. Et cette angoisse existentielle inhibe nos défenses immunitaires. Donc c'est la thèse un petit peu ambitieuse de Robert Masson sur le sujet. En tout cas, pour illustrer son propos et pour illustrer en tout cas le fait que l'état psychologique soit très très important,
Il relate le cas d'un homme qui va à l'hôpital pour une opération assez grave, une amputation il me semble, puis il rentre chez lui et finalement tout va très bien parce que c'est quelqu'un qui a un assez bon moral. Quelques jours après, il apprend la mort de son fils et là, catastrophe, son état se détruit littéralement de manière très 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 impressionnante et très 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 rapide, et il déclare lui-même qu'il va bientôt mourir, il en est convaincu. Puis miraculeusement, finalement, la mort de son fils était une fausse nouvelle et son fils arrive à l'hôpital pour lui rendre visite comme il le faisait chaque semaine. Et là, son état se rétablit à nouveau d'une manière tout à fait spectaculaire et il peut repartir de l'hôpital comme si de rien n'était concernant cette fausse nouvelle, quoi. Finalement, cette fausse nouvelle n'aura pas d'impact, ça a impacté très très gravement son état, mais son état était complètement lié à son état émotionnel et c'est pour Robert Masson une preuve finalement que l'état émotionnel des gens est très important. Il va donc parler de système psycho-neuro-immunitaire tant l'état de sérénité mentale laisse libre d'action les défenses ou pas. Donc la sérénité mentale finalement c'est quelque chose qui va laisser le système immunitaire faire son travail et les angoisses c'est quelque chose qui vont inhiber le système immunitaire. Il est donc très très important de travailler là-dessus. Donc du haut de ses 80 ans, Robert Masson va nous donner des conseils pour accéder au bonheur, qui est finalement complètement essentiel si on veut accéder à la bonne santé en tout cas. Donc ça tombe bien finalement, s'il fallait accéder au malheur pour accéder à la bonne santé, ça serait plutôt une mauvaise nouvelle. Alors quels sont ses conseils ? Eh bien ces conseils, c'est cultiver le sens du beau, la bonté, relativiser les petits stress du quotidien, c'est-à-dire s'en foutre, grosso modo. Alors il faut être tolérant au sens noble. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire affirmer sa personnalité et ne laisser personne l'écraser, tout en faisant preuve d'empathie. Il faut comprendre que les défauts de l'autre sont issus de son histoire et de son hérédité et lui pardonner. Il faut être également à l'écoute des autres. Si 10 personnes nous disent qu'on est angoissé, il faut savoir remettre en question son amour-propre et envisager, par exemple, le fait que peut-être on est angoissé. Alors ensuite, il nous parle de ce que j'appellerais le phénomène Instagram. Alors évidemment, dans le bouquin, il ne l'appelle pas comme ça, mais c'est un phénomène qui apparemment, à l'époque, on aurait pu appeler ça peut-être le phénomène Paris Match. En tout cas, il nous dévoile que derrière les sourires des couples célèbres se cache en réalité une grande misère. Lui, il a, on le sait, consulté pour des gens célèbres, donc il connaît certainement leur intimité, donc on peut lui faire confiance là-dessus. Je pense que personne n'est dupe et que tout le monde sait, en tout cas tous les gens qui écoutent ce message, sait ce qui se cache derrière les photos Instagram parfaites. C'est probablement des vies pas si intéressantes que ça. Ça ne doit pas nous faire rêver. Il nous dit qu'il ne faut pas tomber dans le piège de croire tous ces mensonges qu'on peut voir à la télévision ou ailleurs. Il nous dit notamment qu'il faut qu'on fasse preuve d'une certaine relativité et que finalement, par rapport à nos ancêtres, on vit dans une sorte de paradis puisque on n'a pas faim, on n'a pas froid, on n'a pas soif et que finalement, toutes nos petites tracasseries sont ridicules. Ensuite, il va nous donner le secret du bonheur. Alors, en fait, c'est 3 secrets du bonheur. C'est 1, s'accepter tel qu'on est. 2, accepter sa croix. Alors, il déclare que tout le monde porte une croix. Alors, certains, c'est qu'ils ont un trop petit zizi. D'autres, c'est qu'ils sont trop gros, trop petits, pas assez de cheveux, etc. Là, c'est Dixit dans le texte. Donc, s'accepter tel que l'on est, accepter sa croix, c'est un peu pareil finalement. Et puis troisièmement, savoir se rendre compte de notre bonheur, c'est-à-dire savoir se rendre compte que les belles choses que la vie nous apporte sur un plateau d'argent, nous dit-il, et auxquelles on ne fait pas forcément attention alors qu'elles devraient nous rendre heureuses si on y prêtait attention.
Il déclare qu'il faut apprendre finalement à cultiver une sérénité qui n'est non pas béate mais intelligente. Il nous rappelle finalement que l'enjeu est de taille. Il renvoie au début du chapitre en nous disant que l'accès à cette sérénité est absolument essentiel pour laisser le pouvoir à notre système immunitaire de s'exprimer. Donc ensuite, pour les gens qui se sentent chauds, voici un petit schéma. Je vous laisse 2-3 secondes pour faire pause. Et pour les autres, on va continuer. Troisième facteur de dépression immunitaire, l'insomnie chronique. Alors, un sommeil perturbé n'est pas grave, nous dit-il, mais par contre, l'insomnie chronique sur plusieurs mois ou sur plusieurs années a de très lourdes conséquences. Une fatigue chronique accentuée, une très faible résistance aux intempéries et surtout au froid, une baisse de la libido et une chute immunitaire grave. Il faut, nous dit-il, supprimer les causes d'insomnie que nous verrons plus loin dans ce livre. Quatrième facteur de destruction immunitaire, les champs électromagnétiques. Bon, alors j'en profite pour faire une petite pause et pour rappeler que je ne cautionne pas toutes les thèses de Robert Masson. Donc pour ce chapitre-là en particulier, comme pour les précédents, finalement, c'est l'avis de Robert Masson, je le rappelle, les champs électromagnétiques, je ne sais pas si c'est finalement nocif ou pas nocif, on va voir que pour Robert Masson, en tout cas, ça l'est. Pour lui, la meilleure preuve, c'est l'impact que les écrans ont sur les enfants. Il qualifie l'impact que les écrans ont sur les enfants d'hallucinant et de gigantesque. Je confirme, on voit que les enfants, ça les agite énormément. Ceci dit, est-ce que c'est à cause des champs électromagnétiques ou est-ce que c'est la vue des écrans en eux-mêmes ? Je ne pourrais pas me prononcer, mais pour Robert Masson, c'est une preuve. Alors, il nous dit que finalement, certains de ces enfants compensent par une pratique sportive et d'autres non. Pour lui, ceux qui ne compensent pas avec des pratiques sportives auront un mental et un système nerveux gravement atteints. Ces enfants, nous dit-il, deviendront la proie des micro-mondes. Une statistique impressionnante pour pouvoir finalement étayer son propos. Pour lui, les champs électromagnétiques ont été multipliés par 1 milliard en 50 ans, et donc forcément, ils ont un impact. Pour lui, c'est très clair, on nous cache cette information, et les antennes relais, le Wi-Fi, le portable, etc., tout ça a une action directe sur 2 points, premier tiret, la genèse de la maladie d'Alzheimer, les glaucomes, les astrocytomes, alors ça je sais pas ce que c'est, les neurinomes, alors les otites, les sinusites, les rhinopharyngites, en particulier quand elles ont un caractère chronique. Toutes ces ondes électromagnétiques, finalement, participent d'une chute immunitaire globale et engendrent tout un tas d'infections chroniques et tout type de cancer. Alors ensuite, il va faire référence à une étude qu'on peut lire dans « Prévenir et soigner naturellement la maladie d'Alzheimer ». Une étude qui nous dit que pour les femmes enceintes qui ne travaillent pas sur ordinateur, il y a 16% de fausses couches, alors que pour les femmes enceintes travaillant sur ordinateur, il y a 36% de fausses couches, donc plus de 2 fois plus. Et donc finalement, travailler sur ordinateur, c'est nocif. Ça prouve bien que ces ondes électromagnétiques en sont la cause. Ou alors ça pourrait être un autre facteur, comme par exemple la sédentarité ou le stress. Mais bon, pour Robert Masson, c'est clair, c'est les ondes électromagnétiques. Alors concernant ensuite l'influence des ondes électromagnétiques sur le sommeil, là il cite une étude du professeur Madeleine Bastide qui a été publiée en 1997 via la faculté de pharmacie de Montpellier. Alors j'ai pas consulté cette étude moi-même, mais vous pouvez le faire si vous voulez. En tout cas, Robert Masson nous dit que dans cette étude, on constate une diminution de 80% de la production de la mélatonine due à la pollution électromagnétique
du téléphone portable et des écrans d'ordinateur. Et il nous rappelle que finalement la mélatonine, c'est une hormone qui a des propriétés antiradicalaires, antitumorales, et elle est essentielle à la régulation du sommeil. Il fait ensuite référence à la maladie d'Alzheimer en nous dévoilant que diverses études tentent à montrer des perturbations qui pourraient entraîner la maladie d'Alzheimer, en tout cas sur des rats. Il nous parle aussi d'anarchie cellulaire et que ces fameux champs électromagnétiques finalement pourraient provoquer des perturbations au niveau des dysfonctionnements, des perturbations au niveau cellulaire, notamment sur l'ADN. Alors les conseils de l'auteur, c'est simple, il faut supprimer définitivement le Wi-Fi et il faut remplacer son téléphone sans fil par un téléphone avec fil. Quant à notre ordinateur et à notre portable, il faut le munir de protection efficace contre ces ondes. On enchaîne tout de suite avec un autre chapitre controversé, pourquoi pas. 5e facteur de destruction immunitaire, l'agression du système immunitaire immature et sa sursollicitation. Alors ce chapitre tente de répondre à la question qui a raison entre les pro-vaccinations et les partisans de la liberté vaccinale. Ici, on va dire que l'auteur donne son avis tout en rappelant qu'il n'est pas scientifique mais un simple observateur de la vie. Et donc du coup, j'ai l'impression que il veut nous donner des éléments de réflexion, mais il n'est pas si affirmatif que ça, même si pour lui la question est tranchée. Il est pour la liberté vaccinale très clairement. Donc sa thèse est la suivante, aussi bien la peste que le typhus, que le choléra, que la lèpre ont disparu sans vaccination dans tous les pays où existe l'eau de distribution, le tout à l'égout et une alimentation équilibrée. Pour lui, l'hygiène de vie entraîne la disparition des épidémies beaucoup plus vite que la vaccination, et ce fut le cas pour la variole en Angleterre et la tuberculose en France. Donc ensuite, il va avoir envie de poser 5 questions qui ont pour but de nous faire réfléchir sur la question, en tout cas. Première question, a-t-on le droit de vacciner un être vivant dont le système immunitaire est immature ? Alors, explication, évidemment. Alors, étant donné que le cerveau et le système immunitaire de l'enfant ne sont pas matures, étant donné que le système immunitaire, donc non mature, ne sait pas faire la différence entre son propre ADN et celui d'un virus, l'injection d'ADN viral, puisque c'est ce dont il s'agit dans le cadre du vaccin, ne va-t-il pas s'installer dans le génome de l'enfant ? Voilà, donc c'est ça la question. Et pour Robert Masson, j'imagine que c'est une question ouverte aux spécialistes, le risque qu'il entrevoit, lui, ça serait de générer des maladies qu'on qualifie à tort de maladies génétiques. Et étant donné ce risque, l'auteur se demande s'il ne serait pas plus sage de préconiser la prudence. La deuxième question qu'il pose, c'est les dangers de la surcharge vaccinale. Alors l'édition que j'ai du bouquin date de 2014, et alors je ne sais pas si finalement l'auteur fait référence à la politique vaccinale d'avant le passage à 11 vaccins, il me semble. Avant, il me semble qu'on était à 3. Ou est-ce que l'auteur, au moment où il écrit ces lignes, a déjà conscience de ce passage à 11 vaccins ? Je n'ai pas la réponse à cette question, je ne peux pas vous dire. Alors ensuite, il fait un comparatif finalement entre ce que le système immunitaire d'un nourrisson endure habituellement et ce que le système immunitaire du nourrisson endure à cause de la politique vaccinale en France. Et il dit que finalement, c'est démesuré, c'est une explosion par rapport à avant. Ensuite, il nous donne un petit exemple argument.
Et il dit que finalement, au Japon, de 1975 à 1980, le simple fait de faire débuter le programme vaccinal à 24 mois au lieu de 3 mois a suffi à faire chuter les accidents neurologiques graves de plus de 80% et celui des décès de 90%. Pour lui, c'est un argument supplémentaire montrant que les accidents neurologiques sont bien dus à une immaturité de l'organisme, ça y est, j'y suis arrivé, des nourrissons. Alors il nous dit qu'on peut retrouver les éléments dans Vaccination, les vérités indésirables de Michel Géorget, page 145. Question numéro 3, acte médical ou administratif. Donc là, l'auteur rappelle finalement que la vaccination, c'est un acte médical et il déplore la vaccination systématique à l'école. Alors, je ne sais pas si ça se fait encore, mais bon, peut-être. Je ne suis pas à la page, je vous l'avoue, sur le sujet. En tout cas, ce qu'il décrit, c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est que cet acte médical, finalement, serait réalisé à date fixe dans les écoles, sans avis médical, et c'est-à-dire que pour lui, un enfant qui vient de subir un deuil, qui vient de perdre son chien, par exemple, il aura une chute immunitaire et que le vacciner à ce moment-là, ce serait pas idéal et que décaler un petit peu les dates de vaccin, dans de nombreux cas, ça pourrait être quelque chose d'indispensable et que c'est la raison pour laquelle les actes médicaux doivent être faits par des médecins. Quatrième question, un oubli gravissime. Alors le système immunitaire, au cas où vous ne le sauriez pas, est là aussi pour protéger contre le cancer. Il s'occupe finalement d'éliminer les débuts de cancer dans l'organisme. Pour Robert Masson, finalement cette sollicitation vaccinale énorme est peut-être à l'origine des cancers chez l'enfant. Pour lui, c'est une hypothèse à explorer, c'est-à-dire que finalement, est-ce que l'explosion du nombre de cancers chez l'enfant récemment dans les pays qui sont justement concernés par la vaccination n'est pas due au fait que le système immunitaire de l'enfant est occupé à gérer ces agressions de la part des vaccins, à enregistrer les informations qu'on est censé recevoir via ces vaccins, plutôt que à traiter les cancers qui se créent chaque jour dans chaque individu et que le système immunitaire est là pour éliminer. Cinquième et dernière question, la question jamais posée. Quand de graves maladies surviennent, alors déficience neuromotrice, arrêt brutal du développement mental, épilepsie sans antécédents familiaux, diabète de type 1 survenu brusquement, infection gravissime touchant un enfant jusqu'alors indemne, adénopathie, fatigue inexpliquée, etc. Alors la question qui, d'après l'auteur, n'est jamais posée et qui permettrait de faire éventuellement une corrélation. Corrélation n'est pas causalité. Mais c'est quand même bien d'établir des corrélations. C'est finalement, est-ce que les premiers symptômes de l'enfant ne sont pas survenus dans les 15 jours qui succèdent une vaccination ? Alors, j'imagine que lui, l'auteur, dans ses consultations médicales, a posé cette question et de son expérience du terrain, on a conclu que c'était vachement corrélé. Il le dit pas, mais on sent quand même qu'il a l'air d'en être vachement convaincu et il trouverait ça bien que les médecins posent cette question afin d'établir cette corrélation qui, d'après lui, doit être statistiquement certainement viable. Sans transition, passons au 6e facteur de destruction immunitaire, le non-stop alimentaire. Alors là, ça y est, on est quand même beaucoup moins dans les théories, on va dire, borderline, théorie du complot ou théorie, en tout cas, polémique. Donc l'auteur nous signale qu'il signale justement depuis les années 80 de ce danger.
D'après lui, et contrairement à ce que disent les nutritionnistes des écrans de télévision, le danger ne se situe pas uniquement au niveau de la surcharge calorique, mais il y a également un impact sur le système immunitaire par deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est le ralentissement de la digestion gastrique. Alors ce ralentissement entraîne une chute immunitaire locale au niveau des bronches et des muqueuses ORL par contamination. Donc je rentre pas dans les détails, mais en gros, le fait de grignoter toute la journée, ça va ralentir la digestion, et ce ralentissement va contaminer les bronches, le système ORL, puis les bronches, il me semble. Alors là, ensuite, il y a le deuxième mécanisme qui est une très grande théorie maçonnique. C'est une des grandes théories de l'auteur, c'est le dispatching vital. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en gros, en cas de grignotage, l'énergie de l'individu ira de manière excessive dans l'anabolisme. C'est-à-dire digestion, absorption, assimilation. Et l'énergie étant sollicitée par cette digestion permanente, il ne restera plus suffisamment d'énergie pour d'autres fonctions, telles que le système immunitaire, par exemple, qui en pâtira. Alors ce fameux dispatching vital est, je dirais, l'un des concepts les plus importants aux yeux de l'auteur. C'est une de ses théories les plus importantes, et c'est pourquoi le grignotage est son cheval de bataille. Il nous donne la copie d'une lettre que je vais afficher à l'écran et que je vais lire, et qui pour lui prouve que finalement appliquer ses conseils fonctionne et que sa théorie est exacte. Alors il est écrit Le Havre, 17 février 1181, mais j'imagine qu'on nous parle du 17 février 1981. Sinon, Robert Masson, en plus d'être maçonnique, serait Highlander, mais quand même, j'en doute. Donc voici ce qu'on lui écrit depuis Le Havre. Cher monsieur, il y a quelques années, nous avons découvert votre livre « Plus jamais d'enfants malades ». Et, depuis 3 ans, nous avons, avec une puéricultrice de l'établissement, établi les régimes des enfants en essayant de respecter vos conseils. Des résultats, bien sûr, parlants. Nous avons réduit de 80% la facture du médecin ORL, et nous avons rarement des otites malgré l'état de santé des enfants polyhandicapés qui nous sont confiés. L'Association nationale de puéricultrices diplômées d'État m'a chargé d'organiser une section de formation pluridisciplinaire pour le personnel travaillant en pouponnière et en maison d'enfants de 0 à 6 ans. Nous avons à ce jour 50 inscriptions. La puéricultrice avait essentiellement supprimé le grignotage. 7e facteur de destruction immunitaire, la surcharge en fruits à queue. Alors on est reparti dans la polémique, là c'est sûr, ça va pas plaire à tout le monde sur internet. C'est une autre théorie de Robert Masson qui, vous allez rapidement comprendre pourquoi, n'est pas forcément dans l'air du temps, mais bon, il nous la rappelle tout au long de l'ouvrage, elle est très très importante pour lui, donc allons-y pour la théorie maçonnique des fruits à queue. Alors pour Robert Masson, il y a 4 types de fruits. Les fruits amylacés, donc les bananes ou les châtaignes par exemple, les fruits secs comme la datte, la figue, le pruneau ou la banane séchée, les oléagineux, donc les noix, les noisettes, les amandes, etc. Et enfin les fruits à queue, donc j'imagine que c'est ce que tout le monde a en tête quand on parle de fruits, les ananas, les fraises, les pommes, pas les bananes justement, les pêches, etc. Donc pour Robert Masson, les fruits à queue contiennent beaucoup d'acide, et les consommer par temps chaud finalement ne posent aucun souci quasiment. Par contre, ces derniers diminuent, d'après lui, la résistance au froid. Car en effet, pour contrecarrer ces acides, enfin pour les digérer ou pour les processer, je ne sais pas comment on pourrait dire, eh bien normalement on les transforme en CO2 plus H2O, gaz carbonique plus eau. Et ça, apparemment, c'est plus difficile à faire par temps froid, ce qui explique qu'il faudrait diminuer la consommation de ce genre de fruits par temps froid. D'après Robert Masson, donc encore une fois, l'individu qui consomme
trop de fruits par temps froid, trop de fruits aqueux par temps froid, perd sa résistance au froid et prête le flanc à des infections ORL et broncho-pulmonaires apparemment. Il nous dévoile 2 facteurs qui devraient nous qui devraient nous mettre la puce à l'oreille pour moduler notre consommation de fruits aqueux. Déjà, le climat. Donc si on est dans un climat chaud, pas de problème, plus de fruits aqueux, c'est très bien. Si on est dans un climat froid, moins de fruits aqueux, c'est facile à comprendre. La deuxième chose qui doit nous faire moduler notre consommation de fruits aqueux, c'est la morphologie. Quelqu'un, par exemple, qui est costaud, qui est trapu, avec un teint coloré, avec un léger embonpoint, par exemple, va très très bien tolérer les fruits. Ces gens-là, en général, résistent très très bien au froid et aux chaleurs, aux variations de température en général, et ils peuvent se permettre de consommer des fruits sans aucun inconvénient. Alors par contre, les gens minces, les gens avec peu de pilosité, typiquement, les gens qui ont un teint peu coloré, vont très mal tolérer ce genre de fruits, notamment par temps froid. Ils doivent en limiter la consommation. Donc en été, 200 grammes par exemple, ça paraît être un maximum. 100 grammes à la mi-saison et 0 grammes en hiver. C'est qu'à dire on coupe les fruits aqueux en hiver totalement. Ces gens-là doivent trouver leurs vitamines dans les légumes et les crudités exclusivement en hiver, sans quoi, voilà, je ne vais pas le dire et le répéter 1500 fois, c'est résistance au froid diminuée et donc du coup infection ORL et bronchite et infection pulmonaire qui les attendent. Globalement, les conséquences, c'est un affaiblissement général de l'organisme, une déminéralisation et décalcification, on verra pourquoi plus tard, puisqu'il nous l'explique, une baisse de la libido et une sensibilité extrême au froid et une augmentation marquée des infections ORL, etc. 8e facteur, décidément, il y a beaucoup de facteurs dans le quartier. Là, pour tout ce qui est distribution de l'être, on est au poil. Donc, 8e facteur, les carences nutritionnelles. Le système immunitaire, finalement, est basé sur des anticorps, les macrophages, des divers lymphocytes, qui sont des protéines, globalement. Donc, toute carence en protéines est donc un problème grave. D'après Robert Masson, l'analyse comme l'observation montrent qu'il faut des apports en protéines complexes pour ne pas souffrir de problèmes immunitaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une protéine complète ? Le poisson, les fruits de mer, les œufs et les viandes, et non pas les protéines d'origine végétale. Également indispensable au système immunitaire, les oligo-éléments, notamment le zinc, le manganèse, le cuivre et le sélénium. C'est là qu'on fait un petit crochet par le bio. Robert Masson nous dit qu'il faut manger bio justement pour ces raisons d'oligo-éléments, puisque les aliments non bio contiennent entre 20% et 30% moins d'oligo-éléments que les autres. Et qu'en plus de ça, les pesticides qui sont contenus dans les aliments non bio séquestrent ces oligo-éléments et les rendent indisponibles pour l'organisme. Même les 80 à 70% qui restent sont finalement difficiles à capter pour l'organisme. Donc il faut à la fois manger bio et équilibré, sinon c'est un facteur de destruction immunitaire. 9e facteur de destruction immunitaire, le jeûne avec randonnée. Alors celui-là, c'était pas celui à laquelle on avait pensé en premier, mais en gros, il nous dit que le jeûne, aussi bien le jeûne que la randonnée, sont 2 pratiques excellentes, mais elles doivent rester séparées. C'est-à-dire que si on mélange l'une et l'autre, on va abîmer ses intestins en fait. Quand on pratique le marathon ou la randonnée ou un effort physique, il va y avoir des conséquences finalement sur nos intestins, mais ces conséquences
au repas qui va suivre vont être réparés. L'organisme se répare après chaque effort physique finalement. Et ça ne va pas poser de problème. Mais en cas de jeûne, ces efforts physiques finalement ne pourront pas être réparés et les dommages qui vont être occasionnés vont gravement endommager l'organisme. De plus, on sait, d'après Robert Masson, que les 5 premiers jours du jeûne font plutôt appel à la protéolyse, c'est-à-dire qu'on va détruire des muscles, etc., pour continuer de faire fonctionner l'organisme. Que c'est finalement après qu'on va passer à une lipolyse, qu'on va commencer à détruire des graisses pour faire fonctionner l'organisme. Et donc finalement, dans ces 5 premiers jours de jeûne, la randonnée est particulièrement dangereuse. Et que pendant qu'on détruit ces muscles, si en plus on les fait travailler, ça pourrait être une explication possible, d'après Robert Masson, de certaines myopathies tardives. 10e facteur de destruction immunitaire, le tabac, l'alcool, la cocaïne et toutes les drogues de synthèse. Là, ça va être très simple. J'ai noté un consensus, c'est-à-dire que Robert Masson ne s'étale même pas là-dessus. Pour lui, c'est une évidence. On a fini avec la compagnie des facteurs de destruction immunitaire pour passer à la deuxième partie, promouvoir les bâtisseurs d'immunité. Le premier bâtisseur d'humanité, le contact avec la nature. Un long développement pour nous dire quoi ? Pour nous dire que finalement la ville c'est stressant alors que la forêt c'est relaxant. Voilà, bon. Alors on n'est pas dans la théorie des anciens bâtisseurs, on est dans une autre théorie, là on est dans la théorie maçonnique, je vous le rappelle. Et donc dans la théorie maçonnique, la forêt dispose d'ions négatifs qui permettraient de faire passer le sang de 70 à 80 molécules d'oxygène. Il y a pas j'ai pas noté en tout cas, faudra regarder dans le livre s'il y a une unité, mais il y a même pas d'unité. Alors est-ce que c'est par litre ? Je ne sais pas. D'autre part, dans la forêt, on trouve des parfums spécifiques qui permettent de régler plus finement notre système neuro-endocrinien et notre immunité. Dans la forêt également, on trouve des protons qu'on ne trouverait pas dans la ville. Bon, ça me semble un petit peu bizarre, mais bon, c'est la théorie maçonnique, je vous la livre, la théorie maçonnique de la forêt, qui permet, donc ces protons permettent finalement, via les UV, de produire de la vitamine D3 et d'activer l'érythropoïèse et la vitalité en général. L'exposition au soleil par un corps en mouvement, nous dit-il, n'a rien à voir avec l'exposition au soleil d'un corps au repos. C'est différent, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, lui, ce qu'il conseille, c'est d'éviter de s'exposer au soleil de manière immobile entre 11h et 17h, et plutôt de s'exposer au soleil dans un corps plutôt dénudé, après 17h, donc pourquoi pas marcher torse nu en forêt pour les hommes après 17h, ça c'est le conseil. Ceci dit, il faut toutefois éviter toute exposition au soleil en cas de grains de beauté fissurés, saignants ou proliférants, de cancer cutané, de fatigue intense, de tuberculose pulmonaire et de période aiguë pour toute maladie infectieuse. Là, faut se protéger. Il nous dit, je m'en souviens, que en gros, il faut s'exposer au soleil quand cela nous réchauffe et est agréable. Mais dès que ça nous brûle, là, faut tout de suite, faut couper la chose. Donc, idéalement, il faut choisir une météo ni trop chaude ni trop froide et un temps raisonnablement ensoleillé. Alors, j'imagine qu'il faut éviter la Thaïlande, du coup. Et il faut faire des promenades de 10 à 30 minutes et chercher à tout prix à éviter la fatigue en cas d'exposition au soleil. C'est pas compatible. Deuxième bâtisseur d'immunité, la sérénité. Donc là, bon, je crois qu'on avait déjà fait un long développement dans la première partie sur la sérénité, il remet une couche.
on repart sur le fait d'éviter le stress, de laisser pisser les petits trucs du quotidien, quoi. Donc ce qu'il ajoute par rapport à la première partie où il a déjà parlé de stress, où il se répète quand même beaucoup, c'est qu'il faut pas faire une fixette en fait sur la santé. Faut pas se dire oulala, j'ai pas eu le repas parfait, oulala, ceci cela. Non, ça sert à rien de se stresser trop pour la santé, parce que finalement les micro détails de santé sur lesquels on se focus et qui nous stressent sont probablement moins importants que le stress lui-même en termes de nocivité, et donc du coup relax. Si vous aimez bien votre petit verre de rouge, prenez votre petit verre de rouge. Si vous aimez bien votre café, prenez votre café. Vous prenez pas trop la tête, restez nuancé, n'exagérez pas trop, et voilà quoi. Il nous relate, il me semble, l'aventure d'une de ses étudiantes qui était allée faire sa thèse chez des Indiens d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Central, je sais plus, les Villalonga, je crois, je ne sais plus exactement le truc. Et on avait tout un tas de centenaires là-bas qui fumaient, donc l'horreur absolue, de manière très très modérée, du tabac qu'ils cultivaient eux-mêmes, mais c'était des gens qui avaient aucun stress, quoi, qui étaient au ralenti au niveau du stress, quoi. C'était pas des New-Yorkais, quoi, très clairement. Donc le stress, facteur extrêmement extrêmement important, plus important que tout. Pas se prendre la tête, pas faire des fixations, pas faire des insomnies à cause de problèmes éventuels de santé qu'on pourrait avoir par rapport à son mode de vie. Mais quand même, bon, faut faire attention au mode de vie aussi, mais pas au point d'en faire une obsession, très clairement. Troisième théorie des anciens bâtisseurs d'immunité, l'exercice physique. Alors là, Robert nous parle d'énormément de bénéfices sur la musculature, l'appareil locomoteur articulaire, l'appareil cardiovasculaire, l'appareil respiratoire, sur le plan hématologique, sur le plan psychique, sur le plan immunitaire. Et ensuite, il a une théorie, alors là c'est une théorie maçonnique que je n'avais pas encore lue, il me semble, c'est que finalement, il y a au niveau de l'activité cérébrale, deux types d'activité cérébrale selon lui. Alors il y a un type d'activité cérébrale qui est intellectuelle, je sais pas moi, faire des mots croisés, jouer aux échecs, lire un livre, etc. Ça c'est une activité vraiment purement cérébrale. Et puis il y a des activités cérébrales liées à l'activité physique. Et alors en fait c'est encore une question de balance. Faire que des activités cérébrales finalement déséquilibre le corps. Et il y aurait un déséquilibre en cas d'hyperactivité cérébrale et pas assez d'activité physique au niveau des processus naturels. Donc l'activité du cerveau en lui-même dans des activités sportives, au-delà de l'activité musculaire, aurait un effet, et ne pas pratiquer de sport finalement au niveau cérébral provoquerait un déséquilibre. Donc l'activité physique est vraiment intéressante. Je rappelle que sur le blog de Barbalabs, vous pourrez trouver un article très court qui vous donne tout un tas de bénéfices des activités physiques prouvés par la science. Donc là, on n'est plus dans l'opinion, on est dans le fait. Et je rappelle que d'après moi, alors ça m'engage moi à titre personnel, même pas Barbalabs, je considère que le sport est l'élément le plus fondamental en termes de bonne santé. Donc je vous encourage à vous y mettre. Si vous n'avez pas fait de sport longtemps, mettez-vous-y progressivement, faites pas les foufous, vous allez droit vers la blessure, sinon c'est sûr. Donc allez-y progressivement, mettez-vous au sport. Si vous faites déjà du sport, bravo. Et voilà, un minimum de 2 activités cardiovasculaires par semaine, c'est quand même cool. Allez voir l'article de Barbalabs, il détaille de façon le minimum que vous avez à faire pour atteindre des bénéfices extraordinaires en termes de santé. Je vous le conseille. 4e bâtisseur d'immunité, le sommeil. Alors là, c'est pareil, on en a déjà parlé, mais bon, il va nous donner des causes à supprimer en cas d'insomnie. L'insomnie est causée par certains facteurs.
Et il va nous donner ces facteurs et va nous dire que si on les élimine, finalement, on devrait retrouver un sommeil plus sympa, quoi. Quelles sont les causes d'insomnie ? Alors, il y a certains médicaments, donc on vous invite à regarder l'étiquette. Il y a les parasitoses intestinales, donc là, j'imagine que pour vérifier ça, faut demander à son médecin. Il y a le repas du soir trop copieux ou insuffisant. Le repas du soir, faut être raisonnable, mais pas trop raisonnable non plus. Et l'excès ou le manque d'exercice physique, là pareil, faut y aller normal en fait. Le Wi-Fi, c'est le retour des ondes. Et ensuite, l'usage important évidemment du portable, du téléphone sans fil, etc. Donc ça, apparemment, il y croit dur comme fer. Bon, pourquoi pas. Moi, j'ai pas creusé la question. A priori, le consensus scientifique dirait que c'est plutôt non. Mais bon, j'ai pas creusé la question, donc je ne peux pas vraiment affirmer quoi que ce soit à ce sujet-là. Les carences, alors la vitamine B, le calcium, le magnésium, le phosphore, le cobalt, le cobalt plus exactement, les oligo-éléments en général, etc. Le danger de la suralimentation, la suralimentation, on en a déjà parlé. Ou peut-être pas encore, la suralimentation, la maldigestion, pareil, ça c'est un facteur d'insomnie qui est terrible, les chambres trop chaudes ou trop froides, et insuffisamment ou excessivement aérées, c'est-à-dire faut pas trop aérer non plus, ça je sais pas pourquoi, mais il donne pas de détails. Une literie en fibres synthétiques, ça aussi c'est une cause d'insomnie, donc faut faire gaffe. Je sais pas trop pourquoi également, mais en tout cas c'est son message. L'hypertension, facteur d'insomnie, donc faire attention à l'hypertension. Et surtout à la fin, évidemment le stress, le souci, l'anxiété et l'angoisse. On en a déjà parlé, c'est hyper important pour ce qui est immunité, et en plus ça joue sur le sommeil qui lui-même est important pour l'immunité, donc là c'est le combo parfait. Donc attention au stress et à l'angoisse. Donc il nous conseille l'exercice physique régulier et de suivre une alimentation qui sera détaillée très bientôt. Dans le chapitre qui suit finalement. Donc le chapitre qui suit, c'est le 5e bâtisseur d'immunité, l'alimentation. Et là, dans ce chapitre, on nous dit encore d'aller voir dans le chapitre suivant. Donc c'est la farandole des chapitres qui se font référence. On quitte la théorie des anciens bâtisseurs pour passer à la 3e partie, donc l'essentiel en nutrition. Et on va partir sur des questions et on va répondre à toutes ces questions. Alors, la question de ce chapitre, c'est pourquoi l'alimentation doit-elle être équilibrée ? Exemple de repas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre ? On nous détaille tout un tas de repas et on nous dit pourquoi ils vont pas. Et puis, qu'est-ce qui cloche dans ces repas et quelles sont les conséquences en fait physiologiques de ce genre de repas non équilibré d'après Robert Masson. Puis on finit sur un repas parfait, un repas équilibré. Et donc du coup, moi je vais partir de ce repas parfait parce que je considère que c'est plus facile de présenter les choses comme ça. Donc qu'est-ce qu'un repas parfait ? C'est un repas qui est déjà à 25% cru, 75% cuit. On verra pourquoi plus tard. Donc on commence par des crudités variées, radis, carottes, laitue, avec une sauce à l'huile de noix, puis pommes de terre plus endives cuites, puis enfin poisson ou fruits de mer ou viande. Voilà, ça c'est le repas parfait. Alors pourquoi il est parfait ? Parce que c'est une alimentation équilibrée, il y a suffisamment d'apports en fibres, en minéraux, en oligo-éléments, en vitamines hydrosolubles, en acides gras essentiels, donc notamment grâce à l'huile de noix dans les crudités, un apport glucidique suffisant grâce aux pommes de terre et un apport protéique suffisant grâce aux poissons ou fruits de mer ou viande. Alors ensuite, il insiste sur des combos qui vont bien. Donc le combo féculent plus aliments protéiques permet une métabolisation vers
la synthèse protéique grâce à un rapport insuline-glucagon normal. Donc ça, c'est des hormones qui permettent de réguler la glycémie. Et donc si on enlève, on le verra plus tard, les féculents ou l'aliment protéique, ça se passe mal. Mais là, c'est un combo parfait. Ensuite, au niveau du côlon, étant donné que les glucides et les substrats protéiques arrivent en même temps, donc c'est-à-dire les déchets des féculents et les déchets de la viande, il n'y a pas de prolifération anormale d'une flore par rapport à l'autre, il y a un équilibre, donc il n'y a ni fermentation ni putréfaction au niveau du côlon. Donc là, je pense, c'est un chapitre assez glamour. Et ensuite, un élément qu'on prend d'habitude peu en compte en nutrition, mais dit que finalement, ce repas a des goûts et des odeurs qui stimulent notre système hormonal. Il n'est pas fade, c'est pas un repas qui manque d'intérêt, quoi. C'est un repas appétissant, aussi bien au niveau du goût que des odeurs, et ça c'est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Point important encore, c'est que certaines personnes vont nous dire finalement que les protéines et les féculents doivent être ingérés dans différents repas parce que, soi-disant, le pH de l'estomac doit être différent pour pouvoir digérer ces deux aliments. Et donc du coup, si on les met en même temps, le pH peut pas avoir, l'estomac peut pas avoir deux pH différents en même temps, et donc du coup, c'est forcément la catastrophe. Mais il conteste cette thèse et dit que finalement, détaille les raisons pour lesquelles le corps est beaucoup mieux fait que ces gens-là ne le pensent, et que c'est ignorer les mécaniques internes du corps qui permettent largement de digérer à la fois féculents et apport protéique. Et donc, après avoir étudié la mécanique interne, il dit que finalement, faut pas s'angoisser pour ça, quoi. Alors ensuite, autre théorie maçonnique très célèbre dans le monde de Robert Masson, c'est les apports protéiques. Alors là, pareil, ça va peut-être rager chez nos amis véganes, mais pour lui, alors encore que pas encore. Là, on n'est pas parti sur la théorie qui va suivre. Là, on est sur la théorie des apports des acides aminés. Alors, en gros, le corps n'est pas capable de stocker des acides aminés. Donc, pour lui, on en a besoin à tous les repas. On en a besoin 2 fois par jour. Il faut le midi et le soir avoir des apports protéiques. Et ces apports protéiques vont servir à tout un tas de choses. Alors, on l'a déjà vu au niveau du système immunitaire, mais aussi à réparer les muscles, à réparer les tissus, à faire tout un tas de choses. Et si on n'a pas suffisamment d'apports protéiques quotidiens, aussi bien au dîner qu'au déjeuner, on va perdre vitalité et punch. Alors, au niveau des quantités, il dit que finalement, c'est 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps et par jour, soit environ 5 grammes d'aliments protéiques qui permettent d'avoir 1 gramme de protéines. Donc pour un individu qui fait 70 kilos, c'est 70 x 5, soit 350 grammes de viande ou de poisson ou de fruits de mer par jour. En pratique, on découpe en deux, donc 175 grammes de viande le midi par exemple et 175 grammes de poisson le soir pour un individu de 70 kilos. Alors moi je ne sais pas si vous avez déjà pesé un morceau de viande. Alors je ne sais pas si ces 175 grammes c'est avant ou après cuisson. Mais en tout cas, ça fait beaucoup, je trouve, si c'est après cuisson. 175 grammes de viande et 175 grammes de poisson, il faut quand même se les envoyer. Et moi, je fais 85 kilos, j'en fais pas 70, donc il faudra que j'aille encore plus loin. C'est quand même 200 grammes de viande, hein, c'est pas rien. Une portion standard, c'est plus 120, 130 grammes. Donc voilà. Alors, ceci dit, il nous dit qu'il ne faut pas manger autant de viande ou autant de poisson dans un cas très précis. C'est le cas du déficit rénal chronique. Si on a un déficit rénal chronique, il faut diminuer les doses de 30 à 50%.
Donc 4 petites précisions par rapport à ça. Théoriquement, le grammage, c'est probablement avant cuisson, parce que sinon, ça n'a pas vraiment de sens, on ne peut pas vraiment comparer. Deuxième petite précision, 1/5, c'est une approximation. En réalité, selon les sources de protéines, c'est très différent. Entre un œuf, du porc ou du poulet, etc., c'est jamais vraiment 1/5, mais c'est une approximation qui n'est pas trop mauvaise à mon avis. Troisième petite précision, 1 gramme par kilo de poids de corps, c'est plus la norme. Maintenant, c'est 0,8. Donc je sais pas, peut-être à son époque c'était 1. Elles ont été mises à jour récemment d'ailleurs, ça serait intéressant d'aller voir. Donc c'est 0,8 par kilo de poids de corps. Donc ça fait quand même 20% de moins, donc on passe de 175 à 140 grammes, ce qui est plus acceptable. Et puis après cuisson, je sais pas combien ça pèse, mais sans doute beaucoup moins. Dernière précision à ce sujet-là, si on est sportif, si on fait des activités physiques, par exemple si on est maçon ou si on a un métier qui demande de faire des choses avec son corps, ou même si on est un sportif, on peut aller jusqu'à 2 grammes par kilo de poids de corps, et au-delà, on sait que c'est complètement inutile, que ça ne sert à rien. Donc j'ai vérifié dans les nouvelles recommandations, et a priori, il y a des nouvelles choses, j'ai pas eu le temps de tout lire, j'ai pas eu le temps d'approfondir, mais on parle même de 3 grammes, enfin, ça a changé, donc même la limitation de 2 grammes n'est peut-être plus tout à fait vraie maintenant. Alors maintenant, on va passer au repas non optimal pour voir ce qui va pas. Alors par exemple, un repas non optimal, le fameux, alors c'est là où on rentre dans la polémique, bien évidemment, le fameux crudité, alors carottes, céleri, laitue et à 25% par exemple, et puis 75% du repas, c'est riz complet plus lentilles. Alors déjà, premier problème, pour Robert Masson, ce repas est très carencé en zinc. On a déjà parlé des oligo-éléments, donc on va pas en remettre une couche, mais c'est déjà un problème en soi. Mais le deuxième problème, c'est le fameux combo riz plus lentilles, le fameux combo vegan, un des combos vegan finalement. Et donc du coup, pour lui, sur le papier, ça semble suffisant en termes de protéines. On a toute la gamme des acides aminés et on a une quantité totale de protéines suffisante. Et donc du coup, sur le papier, ça paraît séduisant. Sauf que il attire l'attention sur le fait que certains des acides aminés dans la gamme sont en quantité trop faible. Et c'est là qu'intervient la fameuse théorie maçonnique de la loi du minimum. Alors la loi du minimum, c'est quoi ? C'est que on a l'impression qu'on chipote en disant oui, il y a 7 acides aminés. Finalement, surtout les acides aminés qui n'est pas en quantité suffisante, mais on en a quand même plein. Donc on va quand même pas non plus se prendre la tête. Et en fait, Robert Masson nous dit qu'au niveau des acides aminés, il y aurait une loi, alors je ne sais pas où il l'a chopé cette loi, qui dit que on va pouvoir utiliser les acides aminés à hauteur de celui dans toute la gamme des acides aminés qui est là le moins, quoi. C'est-à-dire que on a besoin de tous les combiner pour pouvoir faire une itération en quelque sorte. Et donc du coup, une fois qu'on a épuisé l'acide aminé qu'il y a en minimum dans le spectre, celui qui en a le moins, quoi. Par exemple, il y a l'acide A, B, C, D, E, F. Disons que le E, il y en a 5 et puis les autres, il y en a 90. Et une fois qu'on a fait 5 paires de A, B, C, D, E, F, les 85 autres des éléments restants, là, des 5 restants, mettons, on peut les jeter à la poubelle parce que on n'a plus de celui où il y en avait que 5, et donc du coup, on peut pas les utiliser, malheureusement. Donc on est obligé de les éliminer. Et ça, c'est un gros problème, c'est la fameuse loi du minimum. Donc on va utiliser les acides aminés à hauteur de celui qui est en faible présence, en la plus faible présence. Donc du coup, conclusion, finalement, une alimentation telle que celle-ci mène à terme, avec le temps, à l'anémie, l'ostéoporose, la fonte musculaire, l'amaigrissement extrême et le vieillissement.
Autre problème de cette alimentation, c'est la prédominance des glucides et des céréales qui conduit à un déséquilibre de la flore intestinale, on l'a vu, quand il y a le combo protéines animales plus féculents, ça marche. Mais là, on a donc un déséquilibre qui va conduire à la fermentation et donc du coup qui limite de par le fait l'assimilation de la vitamine D3 et ça a des conséquences assez fâcheuses, voire le manque de vitamine D3. Je vous laisse vérifier sur internet. Repas suivant, la fameuse crudité, donc crudité à 25% encore, donc carottes, céleri, laitue 25%. Puis en deuxième plat, alors pommes de terre en robe des champs ou riz. Donc là, on a une absence de lipides et vitamines liposolubles de type A ou D3, donc déjà c'est un problème. On a ensuite une réduction extrême des protéines, puisque dans la pomme de terre en robe des champs, il y a un petit peu de crème, donc il y a un petit peu de protéines animales, mais c'est quand même extrême. Et puis on a encore, bien sûr, la carence en zinc, comme dans le repas précédent. Cette alimentation, d'après Robert Masson, est dangereuse. Elle conduit à une perte de poids et de vitalité et une atrophie musculaire, donc attention. Repas suivant, alors entrée, radis plus endive plus céleri, deuxième plat, légumes cuits, et enfin par exemple un merlan, un poisson. Alors là, quel est le problème de ce repas ? C'est l'absence de glucides, et figurez-vous que cette absence de glucides est très grave d'après Robert Masson, parce que il va conduire à une inversion des taux insuline et glucagon, donc du coup on va brûler les acides aminés afin de trouver du glucose, de trouver de l'énergie. Donc plutôt que de s'en servir comme protéines, comme apport protéique, on va les transformer en apport glucidique. Et donc du coup cela va conduire à une carence protéique grave. Donc plutôt que de payer du poisson, payez-vous des patates. Ça reviendra au même. Vous aurez toujours une carence protéique, mais ça vous aura coûté moins cher. Quoi qu'il en soit, déséquilibre au niveau des substrats dans le côlon, toujours protéique, glucidique. Et donc du coup, là, ce qui va se passer, c'est non pas une fermentation, mais une putréfaction. Il y a soit c'est les déchets d'origine animale, soit les déchets d'origine, éléments farineux, comme il nous dit. Ça veut dire en fait, il le précise à un endroit dans ce livre, ce que nous on appelle les féculents à notre époque. Avec ce repas, on va avoir des conséquences pas très cool, comme donc du coup cette putréfaction qui va permettre des développements de bactéorides, Escherichia, je ne sais pas comment ça se prononce, eubactéries, et éventuellement ce type d'aliment peut conduire à des cancers colorectaux, donc attention, ne pas oublier les féculents dans l'alimentation. Question suivante, pourquoi l'alimentation doit-elle être digeste ? Là, c'est un simple rappel de la définition même de la digestion. La digestion, c'est quoi ? C'est transformer les aliments en nutriments dont nous avons besoin et qui vont passer dans l'organisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus de ces nutriments, ce qui va passer dans l'organisme, c'est des antigènes bactériens, des toxines et tout un tas d'autres trucs qui vont participer à assurer l'exercice de notre immunité. C'est-à-dire que notre immunité va lutter contre ces trucs-là, finalement. L'intestin a donc deux fonctions, faire passer les nutriments digérés dans le corps et aussi avoir une sorte de rôle de barrière pour l'immunité. Et là, il y a un paramètre essentiel qui est la perméabilité, des jonctions. Donc l'intestin a, nous dit-on, des jonctions serrées, et puis si elle se desserre, cette perméabilité va être trop grande et va passer dans le corps trop de bactéroïdes, etc., de bactéries finalement, et donc du coup le système immunitaire
va être floudé, quoi. Il va y avoir trop de travail du fait de ce problème de perméabilité. On constate en cas de problème de perméabilité, donc du coup 4 éléments: le ralentissement de la digestion d'une part, l'augmentation des putréfactions et des fermentations, l'augmentation massive de bactéries et donc du coup un épuisement digestif, et surtout en quatrième, corrosion de la muqueuse et donc du coup hyperperméabilité. Voilà. 7 causes potentielles du problème. Alors la première, c'est le non-stop alimentaire, qui est, je le rappelle, un des chevals de bataille de Robert Masson. Donc stop au grignotage entre les repas, ça je pense qu'il nous l'aura suffisamment répété, on l'a compris. B, la suralimentation, même si on fait pas du non-stop alimentaire, il faut manger de manière modérée, mais ça on va revenir là-dessus. 3, alors les aliments dits surindigestes. Alors une liste, alors attention. Quels sont ces aliments à éviter puisque ils sont difficiles à digérer? Déjà, le soja cru. Alors ça, le soja cru, non fermenté, non cuit, c'est pour Robert Masson un poison, non pas un poisson. Et donc du coup, il faut l'éviter à tout prix. Il y a aussi les yaourts gélifiés non fermentés, ça c'est vraiment à éviter également. Et puis le lait et les préparations à base de soja cru. Donc le soja cru ou préparation à base de soja cru, c'est pareil, il faut limiter. Ensuite, les crème Boudwig, alors ça je ne sais même pas ce que c'est, mais je crois que ça a été à la mode à une époque, ça il faut l'éviter, c'est pareil, pourquoi c'est pas digeste. Tout ce qui est muesli, c'est indigeste, faut éviter. Tout ce qui est charcuterie très grasse et insuffisamment fraîche, éviter, pareil. Pizza insuffisamment cuite ou excessivement riche en tomates, à éviter. Hydromel, sirop, confiture, pain compact, donc insuffisamment travaillé, le pain doit être aéré, sinon c'est chiant. Pour l'estomac et pour l'appareil digestif en général. Et puis les céréales crues ou pré-cuites, ça c'est de la merde, donc faut éviter ça. Certains aliments ingérés au repas. Alors les dattes ingérées pendant les repas, les figues ingérées pendant les repas et le miel ingéré pendant le repas, c'est pas bon. Ceci dit, ces aliments, s'ils sont ingérés au petit déjeuner, c'est cool. Par exemple, miel plus infusion au thé ou au café, super. Dattes plus infusion au thé ou au café, pareil. Figues plus infusion au thé ou au café, pareil. Mais pas pendant les repas. Les fruits à queue, donc bon, je vais pas revenir sur les fruits, on a déjà suffisamment parlé. F, le lait, à l'âge adulte, il n'y a pas d'histoire de certaines populations peuvent assimiler le lait, d'autres non. Pour Robert Masson, tout le monde doit abandonner le lait, bon, très bien. C'est un vaste débat, je vais pas revenir là-dessus, c'est pas le sujet, lui-même ne débat pas finalement, il l'affirme. J'ai les céréales à gluten. Alors là, par contre, il nous fait tout un cinéma sur le gluten. Donc, il y a certaines personnes qui n'ont pas de problème avec le gluten, donc eux, il faut pas qu'ils s'en soucient. Par contre, les autres, pour les autres, c'est un problème effectivement. Alors, je sais que Robert Masson lui-même a des problèmes avec le gluten et il le regrette amèrement parce qu'il dit que finalement c'est une malédiction, quoi. Mais voilà, il préconise pour les gens qui n'ont pas de problème avec le gluten de ne pas s'en soucier. Pour lui, il faut faire attention à tous les paramètres précédents dont on vient de parler et que normalement, si on fait attention à tout ça, pour la plupart des gens, ça devrait aller. Mais si le problème persiste, alors là, ce qu'il préconise, c'est d'essayer de prendre des enzymes pendant un temps assez court afin de régler le problème qui n'est peut-être que passager. Si ça fonctionne encore pas, il conseille de s'intéresser à soigner son foie et son pancréas qui sont peut-être en cause. Et si ça persiste encore, malheureusement, il va falloir se résoudre à une alimentation sans gluten qui est une sorte de malédiction. Enfin bon. In fine, ce qu'il nous dit, c'est que la maldigestion entraîne des problèmes gastriques, puis à l'œsophage, puis ensuite il y a une contamination des bronches et des voies ORL, puis dans ces voies ORL, finalement, il va pouvoir se développer des micro-organismes qui vont générer des infections ORL et pulmonaires,
Et ça, c'est pas cool. Donc, les gens qui ont du mal à digérer ont des problèmes de bronchite ou d'infection ORL en général. Et lui, ce qu'il constate, via une expérience que je vais pas détailler, c'est que finalement, les gens qui ont des problèmes de digestion vont faire de l'asthme, même en absence de tout allergène. Donc ça serait une asthme qui n'est pas d'origine allergène du fait des problèmes de digestion, c'est sa théorie. Donc faites super gaffe à avoir des repas digestes, c'est très important pour l'immunité. Question suivante, alors là c'est une question qui va encore être polémique. Pourquoi l'alimentation doit-elle être bio ? Alors les polémiques dans le monde scientifique, sinon parmi la population, la plupart des gens sont plutôt pro-bio, je dirais. À moins, en tout cas ceux qui sont sensibilisés à la santé, les autres s'en foutent un peu. Mais bon, le bio c'est un débat scientifique tout de même. Donc la première idée, il y a deux idées, je crois. Ah non, il y a bien plus que deux idées. Donc la première idée, c'est quoi ? C'est une idée qu'on a développée dans un article Barbalabs qui est issu d'une conférence à l'Académie des Sciences, si je me rappelle bien. L'article est très intéressant, je vous le suggère. Ça s'appelle « Tout comprendre ». Sur l'effet cocktail et les perturbateurs endocriniens. Donc c'est cette idée que certains pesticides, peut-être pris séparément et testés scientifiquement, ne seront pas toxiques, mais que la combinaison de différents produits chimiques qu'on utilise dans l'agriculture, ou c'est la combinaison de ces produits avec d'autres produits qui se trouvent par exemple déjà dans la terre et qu'on n'épand même pas, pourrait s'avérer toxique. C'est un problème de santé publique en soi, ce fameux effet cocktail. On en a des preuves ou des débuts de preuves, et on en a même des preuves sur des animaux, des poissons zèbres, il me semble. Je vous dis ça de mémoire, il faudra aller vérifier. En tout cas, faut faire attention. Et Robert Masson nous relate une étude dont je n'avais pas la connaissance. C'est une étude sur des rats où on va finalement les exposer on va exposer plusieurs groupes de rats à 3 insecticides différents, il me semble. Et chacun de ces groupes de rats s'en portera pas plus mal finalement. Et puis il va y avoir un 4e groupe de rats qu'on va exposer aux 3 en même temps. Et alors là, ces rats-là, eux, vont développer de très nombreux cancers. Et pour lui, c'est une expérience qui met en lumière ce fameux effet cocktail. Et cet effet cocktail, c'est la raison, c'est une des premières idées qui devrait nous convaincre de manger bio. Deuxième idée, comment fonctionne un insecticide ? Finalement, l'insecticide s'attaque au système nerveux des insectes, et le système nerveux des insectes a des points communs avec l'homme, et donc du coup il y a des raisons de penser que ces insecticides devraient s'attaquer au système nerveux de l'homme et provoquer les maladies suivantes: Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, maladie de Charcot et d'autres dégénérescences cérébrospinales, donc pas cool. Troisième idée, en cas d'alimentation non bio, on va avoir nos enzymes qui, au lieu d'utiliser du zinc et du nickel et du cobalt, vont utiliser du mercure et du cadmium pour se combiner. Et ces enzymes, ça va les rendre inefficaces face à la caséine du lait et du gluten, et donc du coup ça empirerait le fait finalement qu'il ne faut pas boire de lait et pas manger de gluten chez certaines personnes parce que elles n'ont pas une alimentation suffisamment bio, et ça empire encore ces phénomènes. Quatrième et dernière idée, c'est l'effet perturbateur endocrinien au niveau des œstrogènes. Cette nourriture non bio serait une nourriture qui perturberait au niveau des œstrogènes, donc ça provoquerait des retards de puberté chez les petits garçons, et ça accélérerait la puberté chez les petites filles. Et ça entraînerait à l'âge adulte des conséquences un petit peu fâcheuses, c'est-à-dire des problèmes d'érection chez l'homme,
et une explosion des fibromes et des mastoses, et une cellulite difficile à combattre chez la femme. Donc la nourriture bio, hyper important chez les enfants, d'après Robert Masson. Question suivante, pourquoi l'alimentation doit être personnalisée? Alors là, on va repartir sur un exemple similaire avec les fruits. Donc en gros, il nous dit que la personnalisation est très importante. On en a déjà parlé dans le cas des fruits. Et là, il se répète un petit peu. Mais il fait le cas et il dit, par exemple, on a un rugbyman d'1m90, 210 kg, infatigable, qui n'a jamais froid. Et une écrivaine d'1m60, qui fait 41 kilos, qui a toujours froid, même en été. Et il dit que ces deux personnes, de manière évidente, n'ont pas les mêmes besoins. Donc, finalement, pourquoi le rugbyman, lui, peut manger beaucoup de fruits, des tomates, tout ça? Pourquoi ça ne pose pas de problème pour lui? Eh bien, parce que cette personne est quelqu'un qui est qui digère les acides, qui est acido-neutralisant par oxydation. C'est-à-dire que pour lui, il va transformer les acides citriques, tartriques et maliques des fruits en CO2 plus eau, et donc du coup, ça lui pose pas de problème. Par contre, l'écrivaine, quant à elle est acido-neutralisante par spoliation minérale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gaz carbonique et l'eau qu'elle va produire en consommant des fruits, de la même manière que le rugbyman, vont se combiner avec le calcium, le magnésium et le potassium et faire des sels éliminés par les reins. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle cette jeune femme va devoir modérer sa consommation de fruits, quoi. On l'a déjà vu. Lui, ce qu'il remarque par sa pratique, c'est que généralement, ce rugbyman, très solide, et souvent, il y a fort à parier qu'il soit bagarreur, qu'il soit très très résistant au stress, non émotif, et que d'un point de vue gustatif, il déteste tout ce qui est sucrerie et adore la viande. Quant à la jeune femme, l'écrivaine, elle est très certainement douce, gentille, frileuse, émotive, elle se fatigue pour un rien, elle tombe malade tout le temps, moins de petits coups de froid, ou même pour des raisons émotionnelles qui pourraient paraître insignifiantes, comme par exemple l'oubli d'un baiser de la part de son amoureux. En tout cas, c'est plutôt l'inverse du rugbyman, elle adore le sucre et elle a horreur de la viande. Qu'est-ce que nous dit Robert Masson? Que c'est pour ces deux individus, en tout cas, il faut à tout prix écouter leurs instincts en partie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... si la petite écrivaine adore son petit café, etc., il ne faut pas lui supprimer son café, quoi. Si le rugbyman a besoin d'un casse-croûte à 17h parce qu'il a une énorme dépense calorique et qu'il a besoin d'un casse-croûte supplémentaire dans la journée, il n'y a pas de problème, ce casse-croûte, il faut qu'il l'ait. S'il a l'habitude de l'accompagner d'un petit verre de rouge avec ses copains, il faut surtout pas qu'il se prive de son petit verre de rouge parce que cette convivialité, etc., est finalement très importante pour son système immunitaire. Question suivante, et là on va attaquer une des théories maçonniques les plus importantes, une autre. Pourquoi l'alimentation doit-elle être frugale? Bon, alors je dois dire que ce chapitre résume assez bien les vues de Robert Masson lui-même sur cette question, et donc du coup, d'un point de vue immunitaire, c'est très clair. Pour lui, la base des maladies, en général, c'est l'insuffisance éliminatoire des résidus superflus des nutriments issus de notre digestion. Donc on a des aliments, on les digère, on produit des nutriments, et ces nutriments, on les utilise, et pour ceux qui sont en surplus, on les élimine, tout simplement. Si on n'en a pas assez, évidemment c'est un problème, c'est le problème des carences. Et s'il y en a trop, on est face à un autre problème, c'est le problème de l'accumulation.
Et à force d'accumuler et de ne pas réussir à les éliminer, eh bien, ça cause des maladies. Et c'est ça l'origine de toute maladie, de la plupart des maladies, d'après Robert Masson, dans notre monde civilisé. Donc là, ensuite, il y a tout un tas de développements très très compliqués que je vais passer et dont je vais vous donner tout simplement la liste des conclusions. Donc en termes d'alimentation non frugale, si par exemple on mange trop de protéines animales, on va finir par épuiser ses reins. Si on mange trop de glucides, on va finir par avoir des carences en vitamine B et un individu stressé, fatigué de manière chronique. Alors encore une fois, je ne vous explique pas le mécanisme qui permet de passer du problème d'excès à la conséquence, mais bon, c'est développé dans le livre. Vous pouvez aller consulter le livre vous-même si ça vous intéresse. Pour le sucre en dehors des repas, ça va gérer une source importante d'Alzheimer. Trop de graisse végétale ou animale, ça va entraîner un épuisement des pathologies digestives, voire même des problèmes de cholestérol. Alors bon, moi vous le savez pas, mais je vous le dis, à titre personnel, je ne crois pas dans la théorie du cholestérol, mais ça c'est une autre histoire, donc je vais pas développer ici. Alors l'excès de fruits va conduire à une déminéralisation. Alors on a vu pourquoi, c'est parce que certaines personnes vont... Donc on a déjà expliqué pourquoi, c'est parce que le CO2 et l'eau qui est normalement produit lors de la digestion de fruits pour contrecarrer l'acidité des fruits. Pour certaines personnes, ça va produire une spoliation minérale et donc du coup, ces minéraux, on va les chercher dans les dents, dans les os, ça va provoquer des caries et de l'ostéoporose. Une des meilleures preuves, c'est les cas extrêmes évidemment. Et alors lui, il soutient que les gens qui sont fruitariens, donc ça existe, c'est des gens qui ne mangent que des fruits. Ces gens-là, après une dizaine d'années, n'ont plus de dents. Et donc du coup, n'ont plus de dents. Pourquoi ? Parce qu'il y a une spoliation minérale quotidienne qui entraîne la perte de la dentition, tout simplement. Et enfin, dernier excès qui est détaillé, c'est les gens qui vont accumuler des insecticides du fait de la nourriture non bio, tout ce qui est arôme de synthèse, conservateurs, alcool, tabac, tout ça c'est pareil, ça va mal s'éliminer et provoquer des maladies. Une solution unique finalement qui permet d'éviter tous ces problèmes d'accumulation, mais pas les problèmes de carence, c'est de les éviter tout simplement grâce à la frugalité. En mangeant peu, on évite tous ces problèmes d'accumulation des déchets. Au cours de sa carrière, l'auteur a constaté que tout simplement les personnes frugales étaient en meilleure santé et vivaient plus longtemps, même quand elles avaient une nutrition pas parfaite, voire une nutrition carrément imparfaite. Et en fait, le simple fait de diminuer la quantité, ça permet déjà un bond qualitatif énorme, même sans changer son alimentation, même en gardant des mauvaises habitudes. Pour lui, il le dit, c'est assez frustrant de voir une personne finalement qui va tous les jours au bistrot, etc. Et puis finalement qui a une santé de fer et qui a jamais de problème, alors que tout ce qui est nutrition, toutes ces questions, ils ne se les sont même jamais posées, mais ils sont jamais malades, ils ont plus de 80 ans ou 90 ans et ils vont tout le temps boire leur petit ballon rouge avec leurs copains, raconter des bêtises. Et on constate que finalement ces gens-là sont très peu stressés, ont une vie sociale, s'en font pas trop, et puis surtout ils mangent très peu. Et c'est ceux parmi ces gens-là qui mangent très peu et qui ont peu de stress qui vont vivre le plus longtemps. Donc c'est vraiment le paramètre le plus crucial, la quantité. Alors ensuite il nous parle, là je vais l'afficher à l'écran, d'une expérience chez les rats, une expérience qu'il aime beaucoup parce que c'est une expérience qui prouve sa thèse. Et donc c'est une expérience où il y a 3 groupes de rats. Il y a des rats à qui on va donner un régime alimentaire normal pour des rats. Un autre groupe de rats à qui on va les contraindre à la frugalité finalement. Et puis un troisième groupe de rats où on va les contraindre à la frugalité, mais seulement de manière temporaire. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Cette expérience
Il n'en donne pas tout à fait les références, mais il donne le nom des expérimentateurs. Donc c'est Ross et Bras, R-O-S-S, et Bras, B-R-A-S. Donc je vous affiche le tableau à l'écran. Donc on voit une population de rats qui au départ est de 250 chez les rats normaux, 250 chez les rats frugaux, je ne sais pas comment on dit, et 150 pour temporaires. Et donc du coup, faut faire attention, hein, les populations ne sont pas directement comparables puisque la troisième population ne sont que 150 au départ. Mais bon, ce qui va nous intéresser le plus finalement, c'est les deux premiers parce qu'ils sont faciles à comparer. Moi, je vous laisse regarder ce tableau. Je l'ai mis sur Barbalabs aussi, donc vous pourrez le consulter directement, ce sera peut-être plus facile qu'en vidéo. Et alors en fait, qu'est-ce qu'on constate ? On constate effectivement le nombre de survivants et on constate, donc en fonction du temps qui passe, et on constate aussi le nombre de cancers parmi la population qui a survécu, évidemment. Alors l'évolution du nombre de cancers, c'est assez net. Il y a beaucoup plus de cancers chez les rats qui ne sont pas en nutrition frugale. Et pour la survie, c'est pareil. Hein, les rats, on va dire normaux, survivent environ 1000 jours. Le dernier meurt, il en reste plus que 2 au bout de 1000 jours. Et au bout de 1100 jours, il y en a plus du tout. Pas de survivants. Quant aux rats qui sont de manière frugale, au bout de 1000 jours, il en reste 116, hein, sachant que la moitié, ça serait 125. Donc, il y en a quasiment 50% qui ont survécu. C'est beaucoup. Et on voit que ils survivent jusqu'à 1500 jours, hein, pour le plus solide d'entre tous les rats. Donc, du coup, c'est 50% de plus. Qu'un autre rat. C'est comme une personne qui mourrait à 60 ans et une personne qui mourrait à 90 ans quelque part. Alors c'est pas non plus tous les rats, mais on voit quand même qu'il y a une bien meilleure chance de survie pour ceux qui s'alimentent de manière frugale. Ça paraît assez net. Le nombre de cancers également est assez net. Maintenant, quand on compare frugal et restriction temporaire, on voit également que le nombre de cancers n'est pas aussi catastrophique que de l'autre côté. Mais cependant, on meurt quand même globalement à peu près en même temps du côté frugal et du côté restriction temporaire. Faudra regarder plus précisément les chiffres avec des pourcentages, en fait, ce serait plus facile à comparer. Mais voilà, je dirais que c'est quand même assez intéressant comme tableau. Ça prouve, c'est une expérience qui tend à prouver sa thèse de la frugalité sur des rats. Il faudra maintenant la prouver sur des humains. Parce que ce qui est valable pour les rats n'est pas forcément valable pour les humains. L'homme, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas une grosse souris, comme nous l'a subtilement rappelé Lorgeril au cours de ses ouvrages. Question suivante, pourquoi l'alimentation doit être à 75% cuite et à 25% crue ? Donc je vous avais teasé dans un des chapitres précédents, vous disant que ça serait traité plus tard comme question. Eh bien c'est maintenant, n'attendons plus. Alors cette question est assez bien détaillée, moi je vais l'expédier assez rapidement. Finalement ce qu'il nous dit c'est que l'animal utilise beaucoup moins son cerveau que l'homme. L'animal veut utiliser 25% de son énergie pour tout ce qui est activité cérébrale et 75% pour le reste. Et donc du coup il a une quantité d'énergie énorme à mettre disponible pour sa digestion, le fameux dispatching vital, vous vous souvenez. Et donc du coup l'alimentation peut se permettre chez l'animal d'être toute crue et de quand même bien se passer. Pour l'homme c'est différent, lui c'est 75% d'énergie qui va être dépensée pour la réflexion. Et donc du coup
25% pour le reste, pour tout ce qui est activité physique. Et donc du coup, ça va entraîner qu'il n'a pas suffisamment, il n'a pas autant d'énergie à consacrer en fonction du dispatching, de la loi du maçonnique, du dispatching vital, il n'a pas suffisamment d'énergie pour consommer tout cru et que ça se passe bien. Alors ensuite, il nous révèle quelque chose que les gens ne savent pas forcément, mais qui est pourtant vrai, c'est que la cuisson, finalement, c'est une digestion externe. On a de la technologie pour pouvoir se déplacer, comme par exemple des voitures. C'est plus efficace que les jambes. Et sachez que la cuisson, c'est une technologie, le feu, qui nous permet de digérer de manière externe. On prend 2 exemples. On va prendre l'exemple de la pomme de terre. Une pomme de terre mangée crue, on peut la digérer entre 14 et 18%. C'est pas formidable, alors que cuit, on passe à 96%. C'est-à-dire qu'elle est quasiment toute digérée du fait de la cuisson. Pour les bananes, c'est pareil. Si on la mange crue, on pourra en digérer 20% seulement, alors qu'une banane cuite, c'est 92%. Alors, j'entends les contre-arguments arriver de la part des internautes. Les contre-arguments, ça va être « oui, mais en cuisant, on détruit les vitamines ». Et ce à quoi on va vous répondre que dans les 25% de cru, il y a suffisamment de vitamines pour celles qui ne sont pas qui sont détruites pendant la cuisson. C'est ce que Robert Masson vous répondrait. Je le sais parce que je l'ai lu, pas dans cet ouvrage, mais par ailleurs. Et aussi que finalement, cette perte, là, quand on passe de 96 à 18% par exemple pour une pomme de terre, où cette perte, en ne cuisant pas de digestibilité, ça nous fait perdre la plupart, par exemple, des éléments comme les minéraux, quoi. Tout ce qui est minéral, finalement, grâce à la cuisson, va être beaucoup mieux absorbé, beaucoup mieux digéré. Donc du coup, on perd ce qu'on perd en vitamines, on le gagne en minéraux, et c'est la raison pour laquelle il y a 25% de cru et 75% de cuit dans la théorie maçonnique. Question suivante, pourquoi les sucres rapides n'existent-ils pas ? Alors je ne sais pas si cette théorie des sucres blancs et des sucres rapides est encore à la mode, mais à l'époque de Masson, c'était quelque chose qui était très en vogue. Quoi qu'il en soit, pour Robert Masson, le sucre rapide n'existe pas. Alors il évacue le sucre entre les repas, on l'a vu, de toute façon la théorie anti-grignotage évacue cette possibilité, et même on a vu que l'excès de sucre conduisait finalement à l'Alzheimer. Donc il n'y a pas question de sucre. Ceci dit, il nous fait remarquer que le dessert sucré, la petite crème caramel à la fin du repas, est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que ça serait dangereux parce que ce serait un sucre rapide et que du coup, est-ce que cela aurait des conséquences de type Alzheimer, etc. Eh bien, d'après Robert Masson, non, pas du tout. Contrairement à ce que pourraient penser des gens peu éduqués en termes de digestion, le bol alimentaire va finalement diffuser le sucre de cette fameuse crème caramel au ralenti et progressivement, et donc du coup elle ne pose aucun danger. Donc le petit dessert à la fin, si c'est votre petit plaisir, allez-y, faites-vous plaisir tant que ça reste très modéré. Question suivante, pourquoi le cholestérol alimentaire ne présente-t-il aucune nuisance ? Alors là, sur ce chapitre, moi je vais vous renvoyer plutôt au livre du docteur Michel Delorgeril, que je trouve beaucoup plus intéressant. Robert Masson ne semble pas, on va dire, à la page des dernières trouvailles technologiques depuis 2010, et depuis 2005 jusqu'à 2010, on va dire. Il y a quand même pas mal de choses qui sont passées dans ce domaine-là. Ceci dit, il dit que le cholestérol alimentaire, c'est pas quelque chose dans lequel il faut avoir peur, parce que c'est le cholestérol qui est produit par le foie qu'on retrouve dans le sang, et pas le cholestérol de l'alimentation. Là, pour ça, il a raison. Pour le reste, tout ce qui est gras, etc., ça a été débunk. Je dirais qu'il est pas à la page, donc je préfère pas m'étaler trop sur ce sujet. Ça me semble vraiment pas
ça me semble être une source assez peu intéressante, Robert Masson, sur le thème du cholestérol. Donc, je vous encourage à plutôt vous pencher sur les livres du docteur Michel Delorgéril. 4e partie. On change de partie, là, c'est la fin des questions. 4e partie, exemple d'une alimentation sur une journée. Alors là, on a les plans alimentaires des adultes et des enfants, aussi bien omnivores que végétariens. Donc végétarien, ça veut dire qui consomme du poisson et des œufs. Hein, je vous le dis, hein, c'est pas des véganes. Hein. Là, on va pas parler de véganes. Pour Robert Masson, vegan, c'est pas viable. Hein. Donc voilà. Ceci dit, j'ai décidé de ne pas traiter cette partie en vidéo parce que c'est beaucoup trop laborieux de vous lire les menus, etc. Et donc du coup, je vous renvoie vers l'article de blog lié à cette vidéo et vous allez pouvoir consulter ces fameux plans alimentaires pour les plus courageux d'entre vous qui auront survécu jusqu'à la fin de l'écoute de ce très long audio. Je vous conseille d'aller vers le blog pour voir ce qui est, d'après Robert Masson, une alimentation sur une journée qui serait idéale. Et au passage, ça vous permettra de vous abonner à la newsletter et d'avoir plein de news sur des trucs super intéressants, parce que cette newsletter, elle est cool, elle est super. C'est gratuit, c'est cool, faites-vous plaisir. Pour la 5e partie, les fameux conseils de Sandrine. Alors là, c'est pareil, on l'aura compris, Robert Masson, son cheval de bataille, c'est quand même vachement la nutrition, la digestion, etc. Et donc, du coup, dans les conseils de Sandrine, on va pas trouver des conseils pour la marche en forêt, pour le stress, ou pour le sport par exemple. Non, ce qu'on va trouver c'est des conseils pour comment cuisiner, des recettes de cuisine pour mettre en œuvre toutes les théories maçonniques. Et donc là pareil, en vidéo c'est pas tellement faisable. Pour avoir les conseils de Sandrine, je vous conseille de vous procurer Booster votre immunité de Robert Masson et vous y aurez accès si vous avez été séduit par les idées de Robert Masson en termes de nutrition. Les conseils de Sandrine, ça vous permettra de les mettre en pratique. Ceci dit, comme je viens de le dire sur le blog, vous aurez le plan alimentaire omnivore et le plan alimentaire végétarien pour l'adulte et pour l'enfant. Donc je pense que c'est très très cool. C'est la première fois que je faisais une note de lecture, donc c'est peut-être nul, mais ça a le mérite d'exister. En tout cas, peut-être que si je fais plus de notes de lecture à l'avenir, je m'améliorerai. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos remarques, etc. J'essaierai de les prendre en compte. En attendant, gardez la pêche. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne immunité, pourquoi pas. Et puis, à la prochaine.